Go. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième œuvre au programme de terminale L du programme de littérature, Hernani de Victor Hugo. Alors, elle se trouve dans Lire et écrire, Hernani et la bataille d'Hernani. Je tiens à noter que ça arrive que des gens se trompent, que le nom de la pièce n'est pas Hernani et la bataille d'Hernani, mais bien Hernani, et que Hernani et la bataille d'Hernani, c'est le nom donné au cursus Lire, écrire et publier. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, nous allons parler du contexte et des origines du drame romantique. Donc, pour commencer, la révolution littéraire ne s'est pas faite en un seul jour, on peut bien s'en douter. Elle a été lente entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Le drame romantique répond à une attente construite à travers la découverte des autres univers théâtraux. Il naît entre autres de la polémique entre les différents genres théâtraux et va constituer une sorte de synthèse entre eux. Voyons ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Rappelons que dès le XVIIe siècle, certains auteurs se sont élevés contre la stricte séparation des genres liée à la reprise de la poétique d'Aristote, donc le texte qui a à peu près dit que le genre noble ou haut, c'est la tragédie, et le genre bas, c'est la comédie. Donc ça, c'est les pensées d'Aristote, philosophe grec, je le rappelle. Arrivé à la création de la grande comédie de Molière, c'est-à-dire traiter sous forme haute, noble, un sujet comique dont le dénouement est parfois trop artificiel. Et tout au long du XVIIIe siècle, on assiste à une longue évolution du théâtre sans toutefois qu'il n'y ait de théorisation, comme avec les comédies de Marivaux ou les comédies larmoyantes de Nivelle de la Chaussée, mais il y a quand même une conservation du répertoire classique qui perdure, ainsi que les... Mais toutefois, les genres déjà constitués s'assouplissent, ils sont moins stricts. Dans ces réflexions, il y a bien évidemment Diderot. Diderot fait une réflexion sur le théâtre à la fin de 1750. Pour lui, la comédie et la tragédie classique n'ont vraiment plus rien à dire au public. C'est pour ça qu'il prône l'apparition d'un nouveau genre, la tragédie domestique et bourgeoise, qui veut, pour émouvoir le spectateur, mais aussi le faire réfléchir sur les problèmes de la société, donc toutes ces idées des Lumières. Diderot est en opposition à Rousseau, qui, lui, par contre, Rousseau faisait un réquisitoire contre le théâtre, dont la lettre à d'Alembert de 1758 sur le spectacle. Les idées de Diderot n'ont pas beaucoup d'écho en France, mais beaucoup d'intérêt en Allemagne, ce qui est assez bizarre. On peut voir notamment avec Lessing, qui prône la liberté de rédaction. Pour Lessing, les règles du théâtre, comme il est écrit, les règles du théâtre classique sont trop inadaptées à la dramaturgie contemporaine. Donc il dit ça entre 1767 et 1769. Et pour la dramaturgie, mais toutefois la dramaturgie ne peut pas écrire sans poétique, mais les règles freinent la créativité. Il y a aussi notamment Beaumarchais, on se le rappelle tous, Mariage de Figaro, tout ça.
Barbie et Séville, surtout Barbie et Séville puis Mariage de Figaro, qui lui tente un essai sur le genre dramatique en 1769. Pour lui, les tragédies héroïques ont cessé de parler au public, de la même façon que la tragédie classique et la comédie ont cessé de parler au public pour Diderot. Le nouveau genre sérieux, euh, pour lui, le nouveau genre sérieux peuvent, comment dire, pourra offrir une moralité plus directe au public. Donc le retour à la comédie, mais toutefois avec une critique qui est explicite cette fois-ci des inégalités de conditions. Pour finir, il y a aussi Mercier, qui est un théoricien et un dramaturge, qui en 1773 écrit Nouvel essai sur le genre dramatique et en 1778 Nouvel examen sur la tragédie française. Il est assigné une fonction il veut assigner une fonction politique au théâtre, le divertissement qui concerne le peuple tout entier doit représenter les conditions sociales et plus seulement la classe dominante bourgeoise, qui est aussi et on peut voir aussi un écho de ces idées-là avec certaines idées du XXe siècle, dont le théâtre populaire de Jean Vilar. Dans un second temps, voyons ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Alors au XVIIIe siècle, Madame de Staël engage comme précepteur un certain von Schlegel pour ses enfants. Donc le précepteur, c'est un professeur, hein. Et ce von Schlegel va l'initier au théâtre allemand. Et grâce à lui, ça va permettre la diffusion de ses idées. J'ai oublié idées sur, comme je peux le voir, en France. Lui, il fait l'éloge du théâtre élisabétain, donc Shakespeare, et du siècle d'or en Espagne. Le siècle d'or, c'est en Espagne, avec notamment Calderon. Il critique aussi la façon dont les théoriciens se sont appropriés les règles du théâtre classique, du théâtre antique, pardon, notamment avec la disparition du chœur, la construction erronée de la règle des 3 unités, voire aussi les signes. Alors, ces idées ont un écho chez la nouvelle génération, avec entre autres Victor Hugo, Alexandre Dumas, Vigny et Musset avec Lorenzaccio. Alors en petit bilan, la première représentation d'Hernani n'a pas fait tout basculer d'un seul coup. Rappelons la première représentation d'Hernani est le 25 février 1930 à la Comédie Française. Seulement, certaines constantes apparaissent dans le théâtre, avec la séparation des genres, la sacro-sainte règle des 3 unités que vous connaissez, je ne vais pas vous la rappeler. Il y a aussi la question morale et la question publique, et on donne une plus grande liberté et on prône un peu le génie de l'artiste. La prochaine fois, nous verrons le drame romantique. Voici une petite aperçu. Merci d'avoir regardé et à bientôt.